Avez-vous déjà pensé que l'objet le plus insignifiant dans la poche d'un enfant pourrait cacher toute une vérité que personne n'a voulu voir? En 1931, dans une petite ville ouvrière du nord de la France, un garçon de 9 ans marchait pieds nus sur les pavés froids d'octobre, au milieu d'une foire animée où personne ne regardait vraiment les enfants pauvres. Ce jour-là, un photographe municipal appuya sur le déclencheur. Quelques minutes après, un incident qui allait marquer ce garçon pour les 20 années suivantes. Et ce n'est que bien plus tard, lorsqu'une photo oubliée fut redécouverte dans les archives, que le vrai sens de ce geste discret et du poids qu'il portait dans sa poche allait enfin apparaître. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de réalités que des milliers d'enfants ont vécues dans le silence. Avant de commencer, si cette histoire vous touche déjà par son humanité et par les questions qu'elle soulève, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Chaque soutien permet à ces récits humains, puissants et nécessaires, de continuer à exister ici. En 1931, un photographe a saisi un garçon pieds nus. Personne n'a vu ce qu'il cachait dans sa poche. Cette photographie allait devenir le témoin silencieux d'une injustice qui durerait près de 20 ans. La petite ville industrielle au nord de Lyon n'avait rien de particulier. Des usines de textiles bordaient les rues grises. Des cheminées crachaient une fumée épaisse qui collait aux vêtements. Et les rails du chemin de fer traversaient le quartier ouvrier comme une cicatrice. C'était une de ces villes où la pauvreté ne se cachait pas, où les enfants aux pieds nus couraient entre les flaques d'eau sale et où les veuves lavaient le linge des familles bourgeoises pour quelques francs par semaine. Julien Moreau avait 9 ans. Ses cheveux châtains, toujours décoiffés, tombaient sur son front. Ses yeux, trop attentifs pour un enfant de cet âge, observaient tout avec une prudence qui ne devrait pas appartenir à l'enfance. Il portait un short usé et une chemise d'homme coupée trop grande pour lui, héritage d'un temps où son père respirait encore. Ses pieds nus, crevassés par le froid d'octobre, laissaient des traces humides sur les pavés de la rue. Il habitait avec sa mère Marguerite et sa petite sœur Élise, dans une chambre au sous-sol d'une vieille maison près de la gare. L'humidité suintait des murs, et en hiver, leur souffle formait de petits nuages blancs dans l'air glacé. 2 ans plus tôt, le père de Julien était mort dans un accident à l'usine de textile. Une poutre mal fixée, disaient les rapports officiels. Un accident malheureux. L'entreprise avait versé 150 francs à la famille, l'équivalent de 2 mois de loyer, puis avait classé l'affaire. Pas de pension, pas de reconnaissance réelle. La certificat de décès, conservée dans une boîte en fer blanc sous le lit de Marguerite, portait simplement la mention « Accident de travail ». Depuis ce jour, Marguerite faisait des ménages. Elle lavait le linge des familles un peu plus aisées, les mains plongées dans l'eau glacée jusqu'à ce que ses articulations deviennent rouges et douloureuses. Les documents de la mairie montreraient plus tard qu'en 1931, une lavandière gagnait entre 2 et 3 francs par jour, alors qu'un pain coûtait 80 centimes. Julien, lui, portait des sacs au marché, nettoyait les sols, faisait de petits travaux pour quelques morceaux de pain ou une pomme de terre. Il circulait entre le centre-ville et le quartier pauvre, invisible aux yeux de ceux qui comptaient. Ce samedi d'octobre, la mairie avait organisé une foire sur la place principale. C'était une tentative du maire pour montrer que la ville prenait soin de ses habitants, même en ces temps difficiles. Les archives municipales documenteraient plus tard une augmentation de 40% des demandes d'aide entre 1930 et 1932. La crise économique serrait son étau, et ceux qui vivaient au bas de l'échelle sociale le sentaient en premier. Des commerçants avaient monté des stands. Un petit carrousel tournait lentement, grinçant à chaque rotation. L'odeur de barbe à papa flottait dans l'air froid. Julien s'était approché, attiré non par les manèges qu'il ne pourrait jamais payer, mais par l'odeur qui venait de la boulangerie-pâtisserie de Madame Lefebvre. Madame Lefebvre avait la réputation d'être une bonne citoyenne. Elle assistait à toutes les messes, participait aux actions de charité organisées par la paroisse, souriait aux familles respectables. Mais elle ne supportait pas de voir des enfants aux pieds sales traverser le sol ciré de son établissement. Pour elle, la pauvreté était une question de caractère, et les pauvres devaient rester à leur place. Élise, la petite sœur de Julien, avait 5 ans.
Depuis quelques jours, elle avait de la fièvre. Rien de grave peut-être, mais Marguerite n'avait pas les moyens d'appeler le médecin. La veille, Élise avait demandé, d'une voix faible, si elle pouvait avoir un peu de sucre pour son thé imaginaire, ce jeu que les enfants pauvres inventaient pour oublier qu'ils n'avaient rien de réel à boire. Marguerite avait serré les lèvres, avalant sa honte, et avait promis qu'un jour, elle achèterait quelque chose de sucré. Mais cette semaine-là, elle avait à peine réussi à payer le charbon. Julien était entré rapidement dans la boulangerie, faisant semblant de regarder les vitrines. Dans la confusion de la foire, un client avait renversé du sucre sur le comptoir. Quelques morceaux étaient tombés par terre, près de la porte. Julien les avait vus. Son cœur s'était mis à battre plus fort. Ce n'était pas de la gourmandise. C'était pour Élise. Pour que son sourire revienne, ne serait-ce qu'un instant. Il s'était baissé, avait ramassé 2 cubes de sucre couverts de poussière et les avait glissés dans sa poche. Ses mains tremblaient. Madame Lefebvre n'avait vu qu'une petite ombre sortir rapidement, et elle avait marmonné quelque chose sur les gamins qui rôdaient autour de son commerce. Quelques minutes plus tard, le photographe, Monsieur Caron, cherchait des sujets pour immortaliser la foire. Il voulait montrer que la ville était pour tous. Il avait appelé quelques enfants pauvres pour une photo près d'un mur écaillé, à l'arrière de la place. Une image pittoresque, avait-il dit. Julien était parmi eux, debout, seul, pieds nus, les jambes sales. Son regard fixait l'objectif avec une intensité qui ne convenait pas à un enfant de 9 ans. Ses mains étaient derrière son dos, pressant le tissu de sa poche où les 2 cubes de sucre étaient cachés comme un trésor interdit. Le photographe avait déclenché l'obturateur. La photographie serait plus tard archivée à la mairie avec une simple annotation. Foire d'automne, enfant du quartier ouvrier. Sur cette image, on voyait Julien au centre, seul, le mur derrière lui. Au fond, légèrement flou, le mouvement de la foire, des adultes qui parlaient, l'enseigne de la boulangerie visible. Le visage du garçon ne souriait pas. Il semblait trop sérieux, trop vieux pour son âge. Personne sur la place, à ce moment-là, n'imaginait ce qu'il gardait dans sa poche. Un petit vol motivé par une faim qui n'était pas seulement celle du ventre, mais celle du cœur. La faim de voir sa petite sœur sourire. La faim de justice dans un monde qui ne leur en donnait aucune. Plus tard dans l'après-midi, Madame Lefebvre compta les morceaux de sucre dans le sucrier. Il en manquait. Une cliente mentionna avoir vu le fils de la veuve Moreau rôder près du comptoir. La suspicion devint certitude sans aucune preuve. Le sucre ne valait presque rien. Mais pour Madame Lefebvre, le symbole était énorme. « Si on laisse commencer, » avait-elle dit à son mari, « demain ils voleront la caisse. » Le lendemain, dimanche, après la messe, les familles sortaient sur la place pour profiter du soleil pâle d'automne. Madame Lefebvre s'approcha de Marguerite devant d'autres habitants du quartier. Sa voix était claire, assez forte pour que tout le monde entende. « Votre fils aime beaucoup venir regarder mes vitrines, » avait-elle dit. « Dites-lui que s'il a besoin de quelque chose, il doit demander. Voler du sucre est une chose laide, même pour quelqu'un qui n'a pas de chaussures. » Les gens autour regardaient, certains avec réprobation, d'autres avec un malaise coupable. Marguerite était restée paralysée. Elle voyait dans les yeux de son fils que quelque chose s'était passé. Mais elle n'avait pas la force de l'exposer publiquement, ni le courage de contredire la commerçante la plus respectée du quartier. Elle avait fini par murmurer des excuses, la voix étranglée. Julien avait avalé sa salive. Il avait volé. C'était vrai, mais pas pour lui. Et maintenant, en plus de la pauvreté, il portait l'étiquette publique de petit voleur. Cette nuit-là, dans la chambre humide du sous-sol, Julien sortit les 2 cubes de sucre de sa poche. Ils étaient un peu fondus, couverts de poussière et de peluche. Marguerite faisait chauffer de l'eau dans une vieille boîte de conserve sur le petit réchaud. Élise, enroulée dans une couverture trop fine, toussait doucement. Sans un mot, Julien déposa les cubes dans la tasse d'eau chaude que sa mère tendait à la petite fille. Élise but lentement, et pour la première fois depuis des jours, elle sourit. Un vrai sourire d'enfant, comme si ce thé sucré était un banquet. Marguerite regardait son fils. Elle comprenait maintenant tout ce que personne n'avait vu. Le monde l'avait appelé voleur. Elle voyait un garçon qui essayait,
de manière tordue et désespérée, d'adoucir la souffrance de sa petite sœur. Marguerite ne savait pas comment le défendre en public. Les mots ne venaient pas facilement quand on était une veuve sans éducation, face à une commerçante respectée. Mais cette nuit-là, elle prit une décision silencieuse. Elle ne voulait pas que Julien répète la vie de son père. Elle ne voulait pas qu'il finisse écrasé sous une poutre dans une usine qui ne verserait que 150 francs en guise d'adieu. Le lendemain matin, elle se rendit à l'église. L'abbé Morel, un homme aux cheveux gris qui portait une soutane rapiécée, l'écouta sans la juger. Il connaissait la famille Moreau. Dans son journal personnel, retrouvé des années plus tard dans les archives de la paroisse, il avait écrit « La famille Moreau souffre en silence. Le garçon travaille comme un adulte, mais il a encore des yeux d'enfant effrayés. » Marguerite demanda à l'abbé de parler au professeur de l'école, M. Lambert. Elle voulait que Julien reste en classe le plus longtemps possible, même s'il devait travailler. L'abbé promit d'essayer. En 1934, Marguerite écrirait une lettre au prêtre, conservée dans les archives paroissiales, où elle suppliait « Il a des mains intelligentes, mon père. Ce serait un gaspillage de les enterrer dans la saleté. Mais garder un enfant à l'école quand on avait besoin de son travail pour survivre était presque impossible. » Les registres scolaires de la ville montreraient plus tard que Julien Moreau avait fréquenté l'école entre 1927 et 1934, avec des absences croissantes à partir de 1931. Julien, de son côté, avait pris sa propre décision. Il ne voulait plus jamais être regardé comme le garçon aux pieds nus qui volait du sucre. Il commença à travailler encore plus. Le matin, avant l'aube, il nettoyait le sol de la petite gare ferroviaire. L'après-midi, il portait des caisses au marché. Le soir, il aidait un vieux cordonnier, M. Renaud. M. Renaud était un homme silencieux avec une jambe tordue et des mains noueuses. Il avait une petite échoppe près des rails où il réparait des chaussures pour presque rien. Il avait remarqué Julien, toujours pieds nus, toujours en train de courir d'un travail à l'autre. Un jour, il l'avait appelé. « Tu veux apprendre quelque chose d'utile, petit ?» avait-il demandé. Julien avait accepté. Au début, M. Renaud lui donnait des restes de cuir et de vieux clous. Puis, lentement, il lui apprit à coudre une semelle, à ajuster une boucle, à donner une seconde vie à des chaussures que d'autres auraient jetées. Julien apprenait vite. Ses mains, encore petites, devenaient habiles. Mais apprendre un métier ne changeait pas la réalité. Marguerite continuait à laver le linge dans l'eau glacée. Ses mains commençaient à gonfler. Les articulations rougissaient. À 45 ans, elle développerait de l'arthrite, mais en 1931, elle avait 30 ans et refusait de se plaindre. Julien voyait pourtant ses grimaces de douleur quand elle tordait les draps mouillés. Élise, elle, grandissait dans la honte. À 8 ans, elle mentait à l'école, prétendant être malade pour ne pas affronter les regards moqueurs des autres filles qui riaient de sa robe rapiécée. Elle entendait parfois sa mère pleurer la nuit et pensait, sans jamais le dire à voix haute, « Si je n'existais pas, ils auraient plus à manger. » Les mois passèrent. Julien évitait la boulangerie de Madame Lefebvre, même quand il mourait de faim. Il faisait des détours absurdes, ajoutant 20 minutes à ses trajets, juste pour ne pas passer devant la vitrine. Cet évitement devenait une forme de torture silencieuse, mais c'était préférable à l'humiliation de croiser le regard de la commerçante. Dans le quartier, certains continuaient à l'appeler, dans son dos, le garçon du sucre. Le stigmate ne disparaissait pas. Même des années plus tard, des adultes qui ne se souvenaient plus de son nom se rappelleraient de l'anecdote du vol de sucre, comme si c'était une histoire amusante à raconter. Mais il y avait aussi de la solidaridad dans la pauvreté. Monsieur Garnier, le boulanger rival de Madame Lefebvre, laissait discrètement du pain soi-disant vieux à la porte de Marguerite chaque jeudi. Les travailleurs de la gare, voyant Julien nettoyer le sol gelé en hiver, avaient fait une collecte et lui avaient acheté une paire de bottes usagées en 1934. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout. Marguerite, de son côté, avait trouvé un arrangement avec la femme du professeur Lambert. Elle lavait son linge gratuitement, et en échange, Madame Lambert donnait des cours particuliers à Julien le samedi matin, en secret. Le garçon avait du talent pour les études. Il comprenait vite, retenait tout.
Mais le talent ne nourrissait pas une famille. À 11 ans, Julien dut abandonner l'école définitivement. Le dernier jour, Monsieur Lambert lui donna un petit cahier et un crayon. « Écris ce que tu apprends, lui dit-il. N'arrête jamais d'apprendre. » Julien garda ce cahier toute sa vie. Retrouvé en 1985 dans une boîte en carton chez sa nièce, il contenait des notes techniques sur la cordonnerie, des croquis de semelles, et à la dernière page, écrit au crayon 1931, « 2 cubes de sucre pour Élise. » Je n'oublierai jamais. Les années 1930 glissèrent lentement vers les années 1940. La guerre arriva, d'abord comme une rumeur lointaine, puis comme une réalité qui changeait tout. Les hommes partaient au front. Le rationnement commença. Les usines tournaient pour l'effort de guerre. Certaines familles disparaissaient du quartier sans explication. On ne posait pas de questions. Julien, maintenant adolescent, travaillait toujours avec Monsieur Renaud. Il avait 15 ans quand il répara sa première paire de chaussures seul, du début à la fin. Un voyageur de passage, impressionné par le travail, lui donna 3 francs. C'était plus d'argent que Julien n'en avait jamais vu ensemble. Il courut à la maison et acheta un morceau de viande. Marguerite, en voyant le beefsteak dans la poêle, pleura pour la première fois depuis des années. Pas de tristesse, de bonheur. Mais le bonheur était rare et bref. À 16 ans, Julien commit une erreur. Il cousit une semelle de travers sur une paire de chaussures. Le client revint furieux, hurlant que Julien était aussi incompétent que son père. Ces mots transpercèrent le garçon comme un couteau. Il reprit les chaussures, les répara correctement et refusa d'être payé. Cette nuit-là, il ne dormit pas. La rage qu'il ne pouvait pas exprimer le brûlait de l'intérieur. Monsieur Renaud, voyant la détresse du garçon, posa une main sur son épaule. « Tout le monde fait des erreurs, dit-il. Mais un homme se définit par comment il les répare. » Julien garda ses mots. Il continua à apprendre, à perfectionner ses techniques. À 20 ans, il était devenu si habile qu'un cordonnier d'une ville voisine vint lui demander conseil sur une méthode pour réparer des semelles trouées sans utiliser de colchère. Mais le succès professionnel ne changeait pas la classe sociale. Julien restait le fils de la veuve Moreau. Il ne serait jamais invité aux fêtes des familles respectables. Il ne mangerait jamais à leur table. La pauvreté n'était pas seulement un manque d'argent. C'était une prison invisible. L'année 1945 marqua la fin de la guerre. Les soldats rentraient, certains entiers, d'autres brisés. Les usines reprenaient lentement. La vie essayait de retrouver un rythme normal, mais rien ne serait plus comme avant. Julien avait 23 ans. Ses mains, marquées par des années de travail, ressemblaient déjà à celles d'un homme de 40 ans. Monsieur Renaud, lui, avait vieilli rapidement pendant la guerre. Sa jambe tordue lui causait de plus en plus de douleur. Ses doigts noueux tremblaient quand il essayait de tenir une aiguille. Un matin de janvier 1946, il ne vint pas à l'atelier. Julien le trouva dans sa petite chambre au-dessus de l'échoppe, couché dans son lit, le souffle court et irrégulier. Le médecin vint, regarda, secoua la tête. Le cœur de Monsieur Renaud lâchait. Il n'y avait rien à faire. Le vieil homme passa ses dernières semaines à l'atelier, assis dans un fauteuil bancal, regardant Julien travailler. Il ne se plaignait jamais de la douleur, mais ses yeux parlaient pour lui. Un après-midi de février, Monsieur Renaud appela Julien près de lui. Sa voix était faible mais ferme. « Cette échoppe, dit-il. Ces outils, tout ce que tu vois ici, c'est à toi maintenant. Je n'ai pas de fils, pas de famille. Tu es ce qui s'en rapproche le plus. » Julien voulut protester, dire que le vieil homme vivrait encore longtemps, mais Monsieur Renaud leva la main pour le faire taire. « Promets-moi quelque chose, » continua-t-il. « Tes premiers travaux gratuits seront pour ceux qui marchent pieds nus comme tu l'as fait, les enfants comme tu étais. Promets-le-moi. » Julien promit. 3 jours plus tard, Monsieur Renaud mourut dans son sommeil. Julien organisa l'enterrement avec l'argent qu'il avait mis de côté pour acheter du cuir. Le cortège funèbre était petit. Quelques vieux du quartier, l'abbé Morel, Marguerite et Élise. Mais c'était suffisant. Après l'enterrement, Julien retourna à l'atelier. Il s'assit à la table de travail et pleura pour la première fois depuis des années. Pas seulement pour Monsieur Renaud, mais pour toutes les pertes accumulées. Son père, son enfance, sa dignité volée pour 2 cubes de sucre.
Puis il sécha ses larmes et se mit au travail. Il avait une promesse à tenir. En 1947, Julien enregistra officiellement son activité comme cordonnier indépendant. Le registre commercial de la ville en garde la trace. Julien Moreau, cordonnier, rue de la Gare. Ce n'était qu'une petite pièce humide, pas très différente du sous-sol où il avait grandi, mais c'était à lui. Il commença à réparer gratuitement les chaussures des enfants pauvres du quartier. Les mères venaient, hésitantes, pensant que c'était de la charité. Julien leur expliquait que non, ce n'était pas de la charité. C'était une promesse faite à un vieil homme mort. Elle repartait avec les chaussures réparées et un peu de dignité préservée. Mais garder cette promesse avait un prix. Julien devait choisir constamment entre sa survie et ses principes. Un jour, un commerçant riche vint avec une commande importante. 20 paires de chaussures à réparer pour ses employés. Il payait bien, mais Julien connaissait cet homme. Il traitait ses ouvriers comme des chiens, les payait une misère, les humiliait publiquement. Julien refusa le travail. Le commerçant rit et partit. Cette nuit-là, Julien mangea du pain sec et de l'eau, mais il dormit avec la tête haute. Marguerite, maintenant âgée de 46 ans, ne pouvait plus travailler autant qu'avant. L'arthrite dans ses mains s'était aggravée. Certains jours, elle ne pouvait même pas tenir un torchon. Julien assumait de plus en plus de responsabilités financières. Élise, à 21 ans, avait trouvé un emploi dans une petite boutique de mercerie. Grâce aux efforts de son frère, elle avait pu terminer l'école primaire, la première de la famille à savoir lire couramment. Un soir, Élise rentra de la boutique avec un paquet soigneusement enveloppé. Elle le tendit à Julien. « C'est pour toi », dit-elle simplement. Julien ouvrit le paquet. À l'intérieur, il y avait une paire de chaussures neuves. Pas de grande qualité, mais neuves. Élise avait économisé pendant 6 mois sur son maigre salaire. « Tu te souviens du sucre que tu m'as donné quand j'étais petite ?» dit-elle, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais oublié. Ces chaussures, c'est ma façon de te rendre ce que tu m'as donné. » Julien serra sa sœur dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, il sentit que peut-être, juste peut-être, la vie pouvait être un peu plus douce. Mais la vie dans le quartier ouvrier restait dure. Julien voyait des enfants dans les mêmes conditions qu'il avait connues. Pieds nus, vêtements troués, yeux trop vieux pour leur âge. Il les voyait éviter les regards des commerçants respectables, courber le dos quand les gens bien habillés passaient. Un jour, un petit garçon d'environ 8 ans vint à son atelier. Il portait des chaussures tellement usées qu'on voyait ses orteils à travers. Il posa les chaussures sur le comptoir sans dire un mot, puis tourna les talons pour partir. « Attends » appela Julien. « Comment tu t'appelles ?»« Pierre » répondit le garçon d'une voix à peine audible. « Où sont tes parents, Pierre ?» Le garçon haussa les épaules. « Maman travaille tout le temps. Papa est mort à la guerre. » Julien reconnut quelque chose dans les yeux de ce garçon. C'était comme se regarder dans un miroir du passé. « Reviens dans 2 jours, » dit Julien. « Les chaussures seront prêtes et gratuites. »« Pourquoi vous faites ça ?» demanda Pierre méfiant. Julien réfléchit un instant avant de répondre. « Parce qu'un vieil homme très sage m'a appris que nous ne sommes pas définis par ce que nous avons, mais par ce que nous donnons. » Pierre revint 2 jours plus tard. Les chaussures étaient comme neuves. Le garçon les enfila, marcha un peu, puis regarda Julien avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Merci, monsieur, » dit-il. Julien hocha la tête. « Pas besoin de merci. Juste promets-moi une chose. Quand tu seras grand, si tu peux aider quelqu'un, fais-le. » Pierre promit. Des années plus tard, ce même Pierre deviendrait instituteur dans le quartier, enseignant gratuitement aux enfants pauvres après l'école. Mais Julien ne le saurait jamais. La boulangerie de Madame Lefebvre continuait à fonctionner, bien que moins prospère qu'avant. La vieille femme, maintenant dans la 60aine, avait les cheveux complètement gris. Julien la croisait parfois dans la rue. Elle détournait le regard. Lui aussi. Entre eux flottait le fantôme d'une accusation jamais résolue, d'une humiliation jamais réparée. Julien se demandait parfois si elle se souvenait encore de lui, si elle pensait encore au petit garçon qu'elle avait accusé publiquement devant tout le quartier. Probablement pas. Pour elle, c'était une anecdote, une histoire amusante à raconter aux clients.
le petit voleur de sucre. Mais pour Julien, c'était le jour où son enfance s'était terminée. Le jour où il avait compris que le monde n'était pas juste, que la pauvreté était traitée comme un crime, et que personne ne vous défendrait si vous étiez au bas de l'échelle. En 1948, Julien eut une infection grave au pied. Des années à marcher pieds nus avaient laissé des crevasses profondes qui s'étaient infectées. Le médecin dit qu'il risquait de perdre 2 orteils. Julien refusa l'amputation et traita l'infection avec des remèdes de fortune. Il garda ses orteils, mais la douleur ne disparut jamais complètement. Malgré tout, il continuait. Chaque matin, il ouvrait son atelier. Chaque soir, il fermait avec la satisfaction d'avoir fait un travail honnête. Ce n'était pas une vie glorieuse, mais c'était sa vie. Construite avec ses propres mains, loin des usines qui avaient tué son père. Et quelque part, dans un tiroir de la mairie, une photographie attendait d'être redécouverte. Novembre 1950. Un ciel gris pesait sur la ville comme une couverture humide. Julien Moreau avait maintenant 28 ans. Ses mains étaient calleuses, marquées de petites cicatrices des aiguilles et du cuir. Ses cheveux commençaient à grisonner sur les tempes, bien trop tôt pour son âge. Mais ses yeux gardaient cette même intensité qu'ils avaient eue enfant, ce regard qui observait trop, qui voyait trop. La mairie avait décidé d'organiser une petite exposition sur la mémoire du quartier. Les temps changeaient, le pays se reconstruisait après la guerre. Il y avait un désir nostalgique de se rappeler comment les choses étaient avant, même si ces souvenirs n'étaient pas tous roses. Un jeune professeur d'histoire, récemment arrivé en ville, avait proposé le projet. Il voulait documenter la vie quotidienne des décennies passées. En fouillant dans les archives municipales, il avait trouvé une boîte poussiéreuse remplie de vieilles photographies. La plupart montraient des cérémonies officielles, des inaugurations, des portraits de mères oubliées. Mais il y avait aussi des images plus ordinaires, des scènes de rue, des foires, des visages anonymes. L'une de ces photographies attira son attention. Un garçon pieds nus devant un mur écaillé, lors de la foire d'automne de 1931. Quelque chose dans le regard de cet enfant le troublait. Ce n'était pas un regard innocent. C'était un regard qui portait un poids. Le professeur décida d'inclure cette photo dans l'exposition. Il la fit agrandir et l'accrocha sur un mur du salon municipal. En dessous, une petite plaque, foire d'automne 1931, quartier ouvrier. L'inauguration de l'exposition eut lieu un samedi après-midi. Des habitants, surtout les plus âgés, vinrent voir les images de leur jeunesse. Il y avait quelque chose d'étrange à voir son propre passé figé sur du papier, transformé en histoire. Julien était venu par curiosité. Il ne s'attendait pas à se voir. Mais quand il entra dans la salle et vit la photographie agrandie sur le mur, il s'arrêta net. Son cœur se mit à battre plus fort. C'était lui, ce garçon aux pieds nus, debout devant le mur, les mains derrière le dos. Il se souvenait de ce moment avec une clarté douloureuse. Autour de lui, des gens commentèrent les photos. Certains riaient en reconnaissant des visages. D'autres secouaient la tête, étonnés de voir combien les choses avaient changé. Quand ils arrivèrent à la photo de Julien, il y eut des murmures. « Regardez celui-là », dit une vieille dame. « On dirait le fils de la veuve Moreau. »« C'est lui », confirma un homme. « Julien. Celui qui répare les chaussures maintenant près de la gare. Madame Lefebvre était là aussi. Elle avait 65 ans maintenant. Ses cheveux étaient complètement blancs, son dos un peu voûté. Elle s'approcha de la photo, plissant les yeux. Un vieil homme à côté d'elle sourit d'un air narquois. « Vous vous souvenez, madame, le garçon du sucre ?» Madame Lefebvre sourit du coin des lèvres, comme quelqu'un qui confirme une vieille anecdote amusante. C'était devenu pour elle une histoire qu'elle racontait parfois, l'histoire de la fois où elle avait remis à sa place un petit voleur. Dans sa version, elle était la gardienne de l'ordre, la bonne citoyenne qui n'avait pas laissé passer un mauvais comportement. Mais le jeune professeur, qui ne connaissait pas l'histoire, s'approcha de la photo avec une loupe. Il examina les détails avec l'attention minutieuse d'un chercheur. « C'est fascinant comme les vieux photographes capturaient tout », dit-il à haute voix. « Regardez les mains de cet enfant. Elles sont derrière son dos, pressant quelque chose dans sa poche. On peut voir un petit bout clair ici, comme si... »
Il s'arrêta, examinant plus attentivement. On dirait du sucre, des morceaux de sucre. Le silence tomba sur le petit groupe qui écoutait. Madame Lefebvre se figea, son sourire disparut lentement de son visage. Le professeur continuait, innocent de la tempête qu'il déclenchait. C'est incroyable. Cette photo capture exactement le moment. Ce garçon tient quelque chose de précieux. Peut-être un trésor d'enfant. Une pierre brillante. Ou du sucre, comme je disais. Les enfants pauvres de cette époque considérèrent le sucre comme un luxe précieux. Madame Lefebvre regardait maintenant la photo différemment. Pour la première fois en près de 20 ans, elle voyait vraiment ce garçon. Pas le petit voleur de son anecdote. Mais un enfant aux pieds nus, aux jambes sales, au regard trop sérieux. Un enfant qui serrait quelque chose dans sa poche comme si c'était la chose la plus importante du monde. Et soudain, elle se souvint. Elle se souvint de la petite fille malade qu'elle voyait parfois par sa vitrine, la sœur de Julien. Élise. Elle se souvint de Marguerite, la veuve qui passait devant sa boulangerie en baissant les yeux. Elle se souvint de l'humiliation publique qu'elle avait infligée, de l'accusation lancée devant tout le quartier. Pourquoi? Pour 2 morceaux de sucre, pour moins que rien. Julien, debout à l'arrière de la salle, observait. Il voyait le visage de Madame Lefebvre changer, passer de l'amusement à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Il ne ressentait pas de satisfaction, juste une lassitude profonde. Après toutes ces années, la vérité surgissait finalement, mais pas parce que quelqu'un l'avait cherchée, juste par hasard, par l'observation innocente d'un jeune professeur qui ne savait rien de l'histoire. Les gens autour continuaient à parler, à commenter d'autres photos. Mais Madame Lefebvre resta immobile devant l'image de Julien enfant. Elle se souvint de ses propres mots. Voler du sucre est une chose laide, même pour quelqu'un qui n'a pas de chaussures. Maintenant, en regardant cette photo, elle ne voyait plus un acte laid. Elle voyait un acte désespéré d'amour fraternel. Elle voyait un enfant qui avait préféré porter le poids d'une accusation, plutôt que de voir sa petite sœur malade se passer de douceur. L'exposition continuait. Des gens allaient et venaient. Le professeur organisait une petite démonstration d'artisanat local. Il avait invité Julien à montrer son travail de cordonnier, à titre d'exemple des métiers traditionnels du quartier. Julien avait accepté, installant une petite table avec ses outils et quelques chaussures à réparer. Il travaillait en silence, ses mains habiles cousant une semelle avec des gestes précis que seules des années de pratique pouvaient donner. Des curieux s'arrêtaient pour regarder. Certains lui posaient des questions sur son métier. Il répondait poliment, brièvement. La plupart des visiteurs étaient partis quand Madame Lefebvre s'approcha de sa table. Elle tenait dans ses mains une paire de chaussures d'enfant, usées mais de bonne qualité. Les chaussures de ses petits-enfants. Elle les posa sur la table sans dire un mot. Julien leva les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent. Entre eux flottaient presque 20 ans de silence, de honte non dite, de comptes jamais réglés. « Monsieur Moreau », commença-t-elle d'une voix tremblante. Julien attendit. Il ne l'aiderait pas. Si elle avait quelque chose à dire, elle devrait trouver les mots elle-même. « À cette époque, » continua-t-elle, « je pensais que vous étiez juste un garçon mal élevé, un petit voleur. » Julien ne répondit pas. Ses mains restèrent immobiles au-dessus du cuir. « Aujourd'hui, en regardant cette photo, » dit Madame Lefebvre, « je vois seulement un enfant avec froid et faim. Et je me demande. » Elle s'arrêta, la voix étranglée par l'émotion. Pour qui était ce sucre, Julien? C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Pas le fils de la veuve, pas le garçon, Julien. Il aurait pu lui mentir. Il aurait pu lui tourner le dos. Il aurait pu lui faire ressentir une fraction de l'humiliation qu'elle lui avait infligée. Mais quelque chose en lui refusait de descendre à ce niveau. « C'était pour ma petite sœur, madame », répondit-il calmement. Elle avait de la fièvre. Elle voulait un thé qui ait un vrai goût, au moins une fois. Les yeux de Madame Lefebvre se remplirent de larmes. Elle ne tomba pas à genoux. Elle ne fit pas de grandes scènes dramatiques. Elle resta simplement debout. Une vieille femme face à l'homme qu'elle avait jadis humilié publiquement, et elle laissa les larmes couler silencieusement sur ses joues ridées. « Je ne peux pas vous rendre votre enfance, »
dit-elle finalement d'une voix brisée. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais si vous acceptez, monsieur Moreau, à partir de maintenant, le sucre pour votre thé et le pain de votre maison ne seront plus comptés. Vous avez déjà payé, avec votre travail et votre dignité, bien plus que 2 morceaux de sucre. Julien la regarda longuement. Il aurait pu refuser. Il aurait pu lui dire que son offre arrivait trop tard, que les mots ne réparaient pas des années de stigmatisation. Mais il se souvint des paroles de monsieur Renaud. Un homme se définit par comment il répare ses erreurs. Madame Lefebvre essayait, à sa manière maladroite, de réparer la sienne. « J'accepte », dit Julien simplement. Pas comme une charité, comme un ajustement de compte. Madame Lefebvre hocha la tête. Elle prit les chaussures qu'elle avait posées sur la table et les tendit à nouveau vers lui. « Mes petits-enfants ont besoin de nouvelles semelles. Je paierai le prix normal. Je ne veux pas de faveur, juste votre travail honnête. » Julien prit les chaussures. C'était un début, pas une rédemption complète, pas un pardon total, mais un début. Dans les semaines qui suivirent, Madame Lefebvre tint parole. Chaque jeudi, quand Julien passait devant sa boulangerie, elle sortait et lui donnait un pain frais. Pas comme une aumône. Elle le posait sur son comptoir et disait simplement « C'est prêt ». Julien prenait le pain, remerciait d'un hochement de tête et continuait son chemin. Les gens du quartier remarquèrent ce changement. Certains murmuraient, se demandant ce qui s'était passé entre la vieille boulangère et le jeune cordonnier. Mais ni l'un ni l'autre n'expliqua. C'était leur histoire, leur compte réglé. Julien demanda au professeur d'histoire s'il pouvait avoir une copie de la photographie de 1931. Le professeur accepta volontiers et fit faire un tirage pour lui. Julien l'encadra simplement avec un petit cadre en bois qu'il fabriqua lui-même et l'accrocha dans son atelier, près de sa table de travail. Ce n'était pas un trophée de victimisation. Ce n'était pas non plus une relique de douleur. C'était un rappel de d'où il venait, de ce qu'il avait survécu et surtout de pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Chaque fois qu'un enfant aux pieds nus entrait dans son atelier avec des chaussures trouées, Julien levait les yeux vers cette photo. Il voyait ce garçon de 9 ans, debout devant le mur, serrant 2 morceaux de sucre dans sa poche comme un trésor, et il se rappelait sa promesse à monsieur Renaud. Les années passèrent. Marguerite mourut paisiblement en 1955, à l'âge de 54 ans, usée par une vie de labeur. Mais elle mourut en sachant que son fils était devenu un homme respecté, que sa fille savait lire et écrire, et que les sacrifices n'avaient pas été vains. À son enterrement, plus de 50 personnes vinrent, la plupart des gens du quartier ouvrier qui se souvenaient de sa gentillesse silencieuse. Élise se maria en 1952 avec un employé de la poste, un homme doux qui l'aimait sincèrement. Elle eut 2 enfants, un garçon et une fille. Elle nomma son fils Julien, en honneur de son frère. Quand ce petit Julien eut 9 ans, l'âge qu'avait son oncle sur la photo, Élise lui raconta l'histoire des 2 morceaux de sucre. Le petit garçon écouta avec de grands yeux. « Oncle Julien était un héros, alors, dit-il. »« Non, » répondit Élise. « Il était juste un grand frère qui aimait sa petite sœur. Parfois, l'héroïsme ressemble à ça. Pas à de grandes actions glorieuses, juste à de petits actes d'amour dans un monde dur. Julien lui-même ne se maria jamais. Il vécut seul, consacrant sa vie à son métier et à sa promesse. Son atelier devint un lieu connu dans tout le quartier. Les enfants pauvres savaient qu'ils pouvaient y venir et repartir avec des chaussures réparées gratuitement. Certains parents protestaient, disant qu'ils ne voulaient pas de charité. Julien répondait toujours la même chose. « Ce n'est pas de la charité, c'est une promesse que j'ai faite. » Un jour de 1960, le petit Pierre, celui qui était venu avec des chaussures trouées des années auparavant, revint à l'atelier. Il avait maintenant 23 ans, fraîchement diplômé de l'école normale d'instituteur. « Monsieur Moreau, dit-il, je commence à enseigner dans l'école du quartier le mois prochain. Je me suis souvenu de ce que vous m'avez dit quand j'étais enfant. Aider les autres quand je le pourrais. » Julien sourit. C'était rare de voir les graines qu'on plantait fleurir. « Fais de ton mieux pour ces enfants, dit-il. Apprends-leur qu'être pauvre n'est pas une honte, que la dignité ne se mesure pas au nombre de pièces dans la poche.
Pierre promit. Et il tint parole. Il devint un instituteur aimé, qui donnait des cours gratuits aux enfants les plus pauvres après l'école, qui leur prêtait des livres, qui les encourageait à rêver au-delà des limites de leurs conditions. Madame Lefebvre mourut en 1962, à l'âge de 77 ans. Dans son testament, elle laissa une somme d'argent à l'église avec une instruction spécifique. Cet argent devait servir à acheter des chaussures pour les enfants du quartier qui n'en avaient pas. C'était sa façon finale de réparer. Julien apprit cela lors de l'enterrement. Il ne fit aucun commentaire, mais cette nuit-là, il resta longtemps devant la photographie de 1931, perdu dans ses pensées. En 1968, Julien eut une crise cardiaque, pas mortelle, mais suffisamment sérieuse pour le ralentir. Il dut réduire ses heures de travail. À 66 ans, ses mains tremblaient parfois, rendant difficile le travail minutieux de la cordonnerie. Un jeune homme du quartier, fils d'un de ses anciens clients, vint le voir. « Monsieur Moreau, dit-il, j'aimerais apprendre votre métier, si vous voulez bien me l'enseigner. » Julien accepta. Il passa les années suivantes à transmettre son savoir, exactement comme Monsieur Renaud l'avait fait pour lui. Il enseigna au jeune homme non seulement comment coudre une semelle, mais aussi pourquoi ce métier importait, comment il donnait de la dignité, comment de bonnes chaussures pouvaient changer la vie d'un enfant pauvre. En 1975, à l'âge de 53 ans, Julien prit sa retraite. Il passa l'atelier à son apprenti avec les mêmes mots que Monsieur Renaud lui avait dit. « Promets-moi que tes premiers travaux gratuits seront pour ceux qui marchent pieds nus. » L'apprenti promit. Julien vécut ces dernières années paisiblement. Il aidait parfois encore à l'atelier, donnait des conseils, réparait quelques chaussures pour les vieux amis. Mais surtout, il se reposait, chose qu'il n'avait jamais vraiment faite de toute sa vie. Élise venait le voir chaque semaine avec ses petits-enfants. Ils écoutaient les histoires de leur grand-oncle, fascinés par les récits d'un temps qu'ils avaient du mal à imaginer. Un temps où le sucre était un luxe, où les enfants marchaient pieds nus, où la pauvreté n'était pas une abstraction, mais une réalité quotidienne et brutale. La photographie de 1931 resta toujours dans l'atelier, même après que Julien l'eut quitté. Le nouvel propriétaire la garda, comprenant son importance. Ce n'était pas juste une vieille photo. C'était un témoignage, un rappel de ce qui avait été et de pourquoi le travail continuait. Julien mourut en 1985, à l'âge de 63 ans, d'une seconde crise cardiaque. Cette fois, elle fut fatale. À son enterrement, il y avait des centaines de personnes. Des gens qui l'avaient aidé, des enfants devenus adultes dont il avait réparé les chaussures gratuitement, des familles qui se souvenaient de sa bonté silencieuse. Pierre, maintenant directeur de l'école primaire, prononça un éloge. Julien Moreau, dit-il, n'était pas un homme riche. Il n'a jamais eu de position importante. Il n'a jamais fait les gros titres. Mais il a changé des centaines de vies, une paire de chaussures à la fois. Il nous a appris que la dignité n'est pas quelque chose qu'on nous donne. C'est quelque chose qu'on porte en soi, même pieds nus. Après sa mort, sa nièce récupéra ses affaires. Dans une vieille boîte en carton, elle trouva le cadre avec la photographie de 1931. Au dos, Julien avait écrit de sa main tremblante. Ce garçon avait 9 ans. Il avait froid, faim et peur, mais il aimait sa petite sœur plus que sa propre sécurité. Ne jugez jamais les pauvres. Vous ne savez pas ce qu'ils portent dans leurs poches. La nièce garda cette photographie. Elle ne la donna pas à un musée. Elle ne la vendit pas. Elle la plaça dans son salon, à côté d'une photo de Julien plus âgé, souriant dans son atelier. Les deux images côte à côte racontaient toute l'histoire. Le garçon aux pieds nus était devenu l'homme qui donnait des chaussures aux autres. Aujourd'hui, cette photographie reste dans la famille. Les arrière-petits-neveux et nièces de Julien la voient quand ils viennent visiter. Ils entendent l'histoire des 2 morceaux de sucre. Et ils apprennent une leçon que Julien aurait voulu transmettre. Que la pauvreté n'est jamais un défaut de caractère. Que derrière chaque accusation, il y a souvent une histoire qu'on ne connaît pas. Que la justice peut arriver tard, mais qu'elle a quand même de la valeur. Et surtout, que les petits actes d'amour dans un monde dur sont la chose la plus héroïque qu'on puisse faire. La boulangerie de Madame Lefebvre a fermé il y a longtemps.
La vieille usine de textile où le père de Julien est mort a été démolie. Le quartier ouvrier s'est transformé. Mais l'histoire reste, transmise de génération en génération, pas comme une légende, mais comme un rappel. Un rappel que derrière chaque visage, il y a une histoire. Que derrière chaque jugement hâtif, il pourrait y avoir une injustice. Et que parfois, les plus grands trésors se cachent dans les poches les plus déchirées. En 1931, un photographe avait capturé un garçon pieds nus. Personne n'avait vu ce qu'il cachait dans sa poche. Mais des décennies plus tard, quand la vérité émergea enfin, elle porta un message simple et puissant. L'amour, même dans sa forme la plus humble, 2 morceaux de sucre pour une petite sœur malade, ne disparaît jamais vraiment. Il traverse le temps, gravé dans une photographie, préservé dans une mémoire, transmis dans une histoire. Et c'est ainsi que Julien Moreau, le garçon qui avait volé du sucre par amour, devint l'homme qui répara bien plus que des chaussures. Il répara des dignités brisées. Il répara des espoirs perdus. Il répara, à sa manière silencieuse, un petit morceau d'un monde injuste. Sa vie n'était pas une histoire de richesse ou de gloire, mais c'était une histoire de résilience, de dignité et d'amour qui persiste même dans les temps les plus durs. Et parfois, ce sont ces histoires-là, les histoires des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires dans l'ombre, qui méritent le plus d'être racontées. Dans cette histoire fictionnelle, nous avons vu comment 2 morceaux de sucre ont suffi pour révéler ce que tant de gens oublient. Parfois, les gestes les plus humbles portent les plus grandes dignités. Cette vie nous rappelle que derrière chaque accusation, chaque regard ou chaque jugement, il existe souvent une douleur silencieuse, un choix impossible, une tendresse que personne n'a vue, et que la valeur d'un être humain ne se mesure jamais à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est capable de donner, même quand il n'a presque rien. Alors je vous pose une question. Qu'auriez-vous fait à la place de ce garçon pieds nus? Avez-vous déjà jugé quelqu'un avant de connaître son histoire? Quel souvenir de votre enfance ou de vos anciens peut encore aujourd'hui vous rappeler que la compassion change tout? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot douceur dans les commentaires. Dites-moi aussi de quelle ville regardez-vous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, un souvenir transmis par vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Parfois, ces récits oubliés deviennent la source de nos prochaines histoires sur cette chaîne. Merci de nous aider à faire vivre ces mémoires humaines. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, d'activer la cloche et de partager cette vidéo si elle vous a touché, et cliquez sur la carte finale pour découvrir d'autres récits qui éclairent les petites vérités de notre monde. Merci d'être ici, et à bientôt pour une nouvelle histoire.